Les grandes tendances des législatives du dimanche dernier sont connues. Elles ont été proclamées tôt ce matin par la Commission électorale nationale autonome. Atelier de validation des directives de prise en charge psychosociale des personnes âgées au niveau communautaire, c'était ce mardi à Cotonou. Et puis nous irons au Ghana à la découverte de la première compagnie de transport au monde qui n'emploie que des femmes. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette session de l'information. Aujourd'hui, 1er mai, la communauté internationale commémore la fête du travail célébrée depuis 1947. Ce jour célèbre le droit à l'expression du monde ouvrier et des syndicats et la lutte pour une journée de travail de 8 heures pour l'ensemble des travailleurs. Bonne fête donc à tous les travailleurs. C'est dans la nuit de ce 30 avril que le président de la Sénat, entouré des autres membres, a donné les grandes tendances des élections législatives. 22,99% des électeurs ont effectivement voté sur les 4 992 399 convoqués selon Emmanuel Tiendo. L'Union progressiste vient en tête. Suivons ensemble les précisions sur les résultats obtenus par chacune des deux listes en compétition. L'issue des travaux de compilation, des résultats qui nous sont parvenus et de la délibération de ce jour 30 avril 2019, nous pouvons annoncer comme suit les grandes tendances des élections législatives du dimanche 28 avril 2019. Le dépouillement a été réalisé à 86%. Et le nombre d'inscrits au plan national est de 4 992 399 électeurs. Les suffrages valablement exprimés s'élèvent à 1 147 625 voix, ce qui nous donne un taux de participation de 22,99% avec les grandes tendances réparties comme suit. Union progressiste, UP, 645 214 voix pour 47 sièges probables. Bloc républicain, 502 411 voix pour 36 sièges probables. Il est à noter que dans 39 arrondissements, le vote n'a pu se tenir en raison d'un certain nombre d'incidents intervenus dans ces arrondissements. Il revient à la Cour constitutionnelle d'en proclamer les résultats définitifs et de gérer le contentieux électoral. Il faut dire qu'à la fin de la proclamation des grandes tendances, le président de la Sénat, Emmanuel Tiendo, a refusé d'apprécier ou de commenter les résultats de ce scrutin qu'il qualifie de spécial, mais reste satisfait de la qualité du travail abattu par son équipe. On écoute à nouveau le président de la Sénat. Il est au micro de Carole Laïe et Fiac Voiton. J'ai déjà indiqué que cette élection a été une élection spéciale pour la Sénat. Ça suffit, je n'ai plus d'autres commentaires à faire. Mais j'ai aussi souligné que, bien qu'elle ait été spéciale, nous avons mis tout en œuvre pour relever les défis qui se présentaient à nous. Et vous êtes satisfait ce soir? Mais si je n'étais pas satisfait, je n'allais pas venir dans la salle pour vous parler. La satisfaction, c'est le devoir accompli. Maintenant, les résultats, j'ai dit que je n'ai pas à apprécier, je n'ai pas apporté de jugement de valeur sur les résultats qui ont été donnés. C'est tout. Voilà. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale étaient ce mardi face à la presse. Bruno Amoussou, Antoine Idi Kolaolé et Mathurin Kofinago ont tenu à apporter leur contribution pour l'apaisement de la tension politique qui règne dans le cadre des élections législatives. Suivant un extrait de la déclaration du président Bruno Amoussou.
Nous constatons que, après avoir successivement lancé des mots d'ordre, lancé des appels à peine voilés à la violence, après avoir fait tout cela, nous sommes arrivés aujourd'hui à un degré assez élevé dans l'agressivité des propos. Et il nous a semblé, nous, en tant qu'ancien président d'institution de la République, de venir dire que cette démarche ne nous paraît pas correspondre à ce que le peuple béninois attend de nous, attend des anciens responsables, attend de ceux qui ont eu la possibilité d'occuper des fonctions élevées. C'est pour ça que nous avons décidé de venir vous rencontrer pour partager avec vous cette appréciation et souhaiter plusieurs choses. La première, c'est que nos anciens chefs d'État renoncent à leur projet ou de vengeance ou de querelles qui peuvent les opposer à l'actuel chef d'État. Ce n'est pas le sujet du pays. On peut comprendre très bien qu'il y ait des ressentiments, qu'il y ait d'autres considérations, mais tenons-nous-en aux considérations qui impactent notre pays, notre développement. La deuxième chose, c'est que nous souhaitons que, une fois dans ce positionnement, puisse ouvrir le vrai dialogue sur les problèmes du pays, la question électorale, qui est une question dont on peut discuter, puisque nous l'avons fait, nous avons trouvé des solutions. On peut discuter de la question électorale à tout moment, mais on ne peut pas aboutir si interfèrent à chaque fois des considérations subjectives qui n'ont rien à voir avec la problématique électorale. La troisième chose, c'est que, nous n'avons pas à inciter les populations à la violence. Nous avons, en tant qu'ancien président d'Assemblée nationale, je vous assure, nous nous sommes investis auprès de tous les acteurs, y compris les anciens chefs d'État, pour arriver à apaiser la situation, pour arriver à trouver des formules consensuelles. Force nous est de constater que c'est difficile, c'est très difficile. Le collectif des partis politiques de l'opposition, quant à lui, a effectué une sortie médiatique au lendemain du scrutin législatif au siège de la Résistance à Vidolé pour une déclaration de presse. C'est le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a lu cette déclaration. Il avait à ses côtés le président du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanaï, l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, Philippe Noudjenmé du PCB et l'honorable Rosine Vieira Soglo et autres députés. Les anciens présidents de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, ont déploré ce lundi 29 avril les violences qui ont émaillé le scrutin législatif qui s'est déroulé ce dimanche 28 avril 2019. Une situation qui, selon eux, n'honore pas l'image du Bénin, pays reconnu démocratique et pacifique. Le faible taux de participation jamais observé depuis le renouveau démocratique est à en croire les anciens chefs d'État l'expression du refus du peuple béninois de cautionner une élection législative sans l'opposition. Le peuple exige, j'allais dire, notre démocratie, le retour de notre démocratie. C'est fondamental pour nous. Pour Boniaï, le cœur de la démocratie réside au Parlement. Il regrette qu'à la faveur de ces législatives sans l'opposition, qu'il soit entièrement contrôlé par les soutiens de l'exécutif. Son aîné, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, appellera à sa suite à un dialogue politique pour une issue pacifique et consensuelle à cette crise qui secoue le Bénin. Il a demandé instamment au président Patrice Talon qu'il renoue le dialogue avec l'ensemble de la classe politique à l'effet de trouver, comme on avait proposé, des solutions consensuelles pour la tenue effective des élections législatives totalement inclusives
transparente et crédible dans un climat démocratique apaisé, dans l'unité, la paix et la cohésion nationale. Les deux anciens chefs d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni-Yayi, ont ainsi réaffirmé leur attachement à la démocratie, à la paix et à la cohésion nationale. Ils ont pour finir convié toute la classe politique à privilégier l'amour du pays, à penser à son avenir en adhérant incessamment à un dialogue politique franc et sincère pour dénouer cette crise électorale. Enfant du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore, rechante premier feu de gloire, et l'enfant du Bénin debout. Les jeunes patriotes du Bénin ont animé une conférence de presse ce mardi 30 avril 2019. Objectif, répondre aux propos des deux anciens chefs d'État. Ils fustigent les déclarations des deux anciens chefs de l'État qui exigent l'annulation du scrutin législatif de ce dimanche. Les jeunes patriotes du Bénin étaient face à la presse ce mardi 30 avril 2019 pour réaffirmer leur soutien au président de la République, Patrice Talon. Ils ont profité de cette occasion pour répondre aux anciens chefs d'État qui condamnent les élections législatives de dimanche dernier qui se sont déroulées sans l'opposition. Pour Ama Afosogbe, cette situation n'est pas imputable au gouvernement, mais plutôt à l'opposition qui ne s'est pas suffisamment préparée. Le temps les a rattrapés. Le constat est là. Les élections ont eu lieu. Nous avons voté dans la paix et la quiétude. Le vote a eu lieu. La fin du film est très claire. Quant à Distel Amonsou, il dira que la loi est dure certes, mais qu'il faut la respecter. Lorsque la loi devient reine de la cité pour l'organiser, la structurer, elle s'impose à tout le monde. Donc, deux lois essentielles ont été votées par notre Parlement. Je veux parler du Code électoral et de la Charte des partis. À partir de ce moment, tous les acteurs politiques devraient se conformer ou ont pour obligation de se conformer à cette disposition légale. Les jeunes patriotes du Bénin ont invité pour finir le peuple béninois et toute la classe politique à sauvegarder la paix si chère au Bénin. Et la mission d'observation de l'Union africaine ayant séjourné au Bénin dans le cadre des élections législatives d'avril 2019 était face à la presse ce mardi pour rendre publiques ses observations. La mission a déploré les cas de violence qui ont émaillé le scrutin dans certaines localités, la coupure de l'Internet le jour des élections. Les observateurs de l'Union africaine ont également souligné le faible taux de participation. Voici un extrait de la déclaration lue par Boubacar Koné, président de la commission coopération, relations internationales et résolution des conflits au Parlement africain. Ce sont des propos recueillis par Kane François, Humbederinto et Fiak Voiton. La mission d'observation électorale de l'Union africaine a pour mandat, entre autres, d'écouter et de s'informer dans le but d'apprécier le caractère des élections législatives du 28 avril 2019. La mission présente dans les lignes qui suivent ces constats sur les 4 principales étapes du jour du scrutin que sont l'ouverture des postes de vote, l'opération de vote, la fermeture des postes de vote et le dépouillement des votes. La mission tient à préciser que ces constats ont été établis sur la base des observations d'un échantillon de 9 équipes d'observateurs de courte durée déployés dans 7 départements du pays, Atlantique, Collines, Koufor, Littoral, Mono, Ouémé et Plateau. La mission a également constaté que la présence des délégués des listes candidates n'a pas été systématique dans les postes de vote visités au moment de l'ouverture du scrutin. De l'ouverture à la clôture du scrutin, la mission a constaté un faible engouement populaire qui s'est traduit par l'absence de file d'attente dans les postes visités où en moyenne 386 personnes étaient inscrites sur la liste électorale. L'atmosphère était calme tout au long des opérations de vote dans tous les centres de vote visités par la mission. Cependant, elle a été informée des cas de violence qui ont malheureusement débouché sur des pertes
envies humaines dans les localités de Banté et de Parakou. Une situation que la mission déplore vivement. Du fait de cette violence, une des équipes déployées dans le département des collines a été contrainte de rebrousser chemin et n'a pas observé dans certaines communes de ce département pour des raisons de sécurité. Dans tous les postes visités, les agents électoraux, assistés de scrutateurs, ont conduit le dépouillement sans interruption et sans ingérence et, généralement, conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur. La mission a constaté la mobilisation systématique des délégués des listes candidates qui étaient représentés dans tous les postes visités. La présence d'observateurs citoyens, bien que faible, ainsi que le caractère public du dépouillement de vote sont deux garanties qui ont accru la transparence de cette opération sensible le jour du scrutin. Autre information à présent, atelier de validation des directives de prise en charge psychosociale des personnes âgées au niveau communautaire. C'était ce mardi 30 avril 2019 en présence du représentant du ministre des Affaires sociales et des personnes âgées. Reportage. Réfléchir aux stratégies pour aider les personnes âgées en leur apportant un appui psychosocial adéquat est entre autres l'objectif visé par cet atelier de validation initié par le ministère de la Microfinance et des Affaires sociales. Une politique a donc été élaborée et cette politique prévoit la prise en charge holistique des personnes âgées. Mais il n'existe pas encore un référentiel de prise en charge pour consolider la politique. Et c'est pour combler ce vide d'inexistence d'un référentiel et pour apporter les solutions adéquates aux difficultés rencontrées par nos parents si chers à nos cœurs que le ministère en charge des Affaires sociales a commandité, avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé, l'élaboration des directives de prise en charge psychosociale des personnes âgées au niveau communautaire. Un document élaboré de manière participative et concertée avec toutes les compétences nécessaires, y compris celles des personnes du troisième âge, selon Victoire Mireille. Et ce document sera mis à la disposition des acteurs qui interviennent dans le domaine de la protection sociale des personnes âgées pour que nous contribuions efficacement à l'harmonisation et à l'amélioration des interventions en faveur des personnes du troisième âge. Pour la vice-présidente de la plateforme des personnes âgées, cette initiative est réconfortante. Nous sommes davantage plus réconfortés quand nos autorités se souviennent de nous. Cela nous rassure et prouve à suffisance que nous ne sommes pas oubliés. La présente cérémonie n'est pas une formalité, mais un grand pas vers l'atteinte des objectifs d'épanouissement des personnes âgées. Heureuses d'être les témoins d'un tel événement, les personnes âgées présentes à cet atelier ont invité leurs pairs à être les missionnaires de la bonne nouvelle en soutenant les actions du gouvernement. Cette cérémonie d'ouverture du dit atelier s'est achevée par une photo de famille. L'actualité sur le continent à présent, basée dans la ville côtière de Karokaradi au Ghana, la compagnie Ladybird veut briser les stéréotypes. C'est la première compagnie de transport au monde qui n'emploie que des femmes. Le secteur des hydrocarbures est un important pourvoyeur d'emplois au Ghana. 8% des hommes actifs travaillent dans les transports et le stockage, mais restent largement dominés par la gente masculine. Reportage. Au volant de son camion, Abigail Asoumadou Amoa prend d'assaut les routes du Ghana pour briser les stéréotypes. Elle est conductrice pour Ladybird Logistique, une entreprise qui n'emploie que des femmes. Je suis tellement fière. Ça m'a beaucoup aidée. J'encourage donc les autres femmes. On a des entreprises, mais une entreprise exclusivement féminine, c'est la première fois. Pas seulement au Ghana, mais dans le monde entier. C'est dans la ville portuaire de Takoradi, véritable plaque tournante pour les entreprises de transport, que Payin Marfo dirige sa société. Dans un secteur à prédominance masculine, sa démarche favorise l'autonomisation économique des femmes et apporte quelques avantages. Je pense que les conductrices sont plus prudentes. Elles sont très prudentes. C'est peut-être un truc de femme, parce qu'on pense toujours aux enfants qu'on a à la maison et on ne veut pas prendre certains risques.
Chaque jour, au Ghana, des centaines de chauffeurs de camions se rendent sur les routes délabrées du pays pour transporter le pétrole vers les sites miniers, un travail traditionnellement réservé aux hommes. Une enquête réalisée en 2014 a révélé que seulement 0,3% des femmes ghanéennes étaient employées dans le secteur des transports et du stockage, contre près de 8% des hommes. L'initiative de Payine Marfo est globalement bien accueillie par les conducteurs masculins. Nous n'avons pas eu d'incident majeur jusqu'à présent. Je pense qu'il y a maintenant beaucoup de respect de la part des hommes et ils se rendent compte que ces femmes sont de bonnes conductrices. Lady Bird emploie aujourd'hui plus de 20 femmes et a de grandes ambitions pour l'avenir. Comme Abigail, ces conductrices veulent donner l'exemple dans le pays et espèrent influencer d'autres secteurs d'activité. Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement a ouvert dimanche à Dakar le premier rendez-vous de l'agriculture numérique en Afrique de l'Ouest qui s'est tenu du 28 au 30 avril. L'activité vise à promouvoir la prise en compte du numérique et des sciences de l'informatique dans les métiers agricoles. L'agriculture n'est plus seulement une affaire d'agronomes. Le numérique et les sciences de l'informatique prennent une importance croissante dans les métiers agricoles. Le projet Pixfruit, développé par le CIRAD et l'Institut sénégalais de recherche agricole, vise à évaluer la production d'un champ de manguiers. Jeune ingénieure télécom sénégalaise de 28 ans, également engagée dans l'humanitaire, Awa Thiam a fondé la société Lifantou et mis au point une plateforme de commerce électronique qui met en relation les cantines scolaires et les coopératives agricoles. Objectif, raccourcir la chaîne de ravitaillement entre cantines et agriculteurs. Nous nous sommes rendus compte que les écoles avaient un budget parfois très limité pour pouvoir nourrir leurs enfants, mais que la chaîne de distribution est tellement longue qu'on a entre 25 et 50% du budget qui passe sur le transport, sur les intermédiaires qu'on a dans la chaîne. Aujourd'hui, avec la plateforme Lifantou, les écoles peuvent acheter directement sur la plateforme des produits directement chez les producteurs. Donc il n'y a plus d'intermédiaires. Pixfruit est un système révolutionnaire faisant appel à l'intelligence artificielle qui permet de compter précisément la production. Il suffit à l'agriculteur de photographier avec son smartphone quelques-uns de ses arbres dans chaque champ et le logiciel fait le reste grâce à des modélisations complexes. Et on peut vraiment dire qu'il y a une révolution numérique en Afrique en particulier, qui est un lieu d'innovation forte où le numérique a vraiment percé et toute sa place pour continuer à percer et faire avancer le développement du continent. Plus besoin pour l'agriculteur de marcher plusieurs kilomètres ou de dépenser de l'essence chaque jour pour rejoindre ses champs, ou bien d'embaucher un garde-pompiste. Il commande le départ et l'arrêt de l'arrosage avec son téléphone portable. Le succès est au rendez-vous, avec 250 boîtiers déjà vendus et des commandes du Maroc et de la Zambie. La société compte 12 salariés au bout de 2 ans d'existence et Oumar Bass a créé dans la foulée une autre société de livraison et de services après-vente qui en compte 22. Et puis des Vénézuéliens habitant à Costa Rica se rassemblent à San José pour manifester contre Nicolas Maduro après que le dirigeant de l'opposition, Juan Guaido, a déclaré avoir le soutien de militaires dans sa campagne pour faire chuter Maduro, initiative que le gouvernement vénézuélien a dénoncée comme un coup d'État. Nous répondons à l'appel de notre président par intérim Juan Guaido et soutenons de tout notre cœur tous les efforts déployés par notre peuple dans notre pays qui nous aident à retrouver la démocratie et la liberté de notre pays. Nous voulons envoyer un message retentissant à tous les gens du Venezuela que nous sommes avec eux et que si le gouvernement de Maduro tombe, le gouvernement de Daniel Ortega Saavedra tombera aussi. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.